À 9h07, notre premier débat du jour. Bonjour et bienvenue Samuel Dugas. Oui, bonjour. Vous êtes éleveur laitier en Ille-et-Vilaine et porte-parole de la Confédération paysanne. Nous allons évoquer avec vous ce virus qui inquiète, de la dermatose nodulaire. Le message que vous passez ce matin, Samuel Dugas, c'est de dire touchez pas aux bêtes, non à l'abattage. Alors, par rapport à la dermatose nodulaire contagieuse, ce qu'on dit, c'est non à l'abattage total. Total. Voilà, exactement. Sur la majorité du protocole en place, on est d'accord sur le fait d'un zona. Enfin, c'est une maladie, voilà, qui est pas anodine, qui est assez grave, qui provoque une hyperthermie, qui provoque des nodules, qui provoque une grosse baisse d'état général des bovins, avec ce qui s'ensuit, une grosse baisse de production, etc. Donc c'est pas anodin. On a bien conscience de ça. D'ailleurs, c'est une maladie en catégorie A au niveau de l'Europe, donc c'est-à-dire voilà, qui est sous la coupe d'une directive européenne assez stricte, à savoir justement cet abattage total. Et nous, ce qu'on réfute totalement, c'est que on peut tout à fait contrôler cette épidémie, enrayer la propagation de la maladie avec la vaccination, l'abattage partiel et sans abattage total, qui est une hérésie. Alors cette maladie, il faut le rappeler pour ceux qui nous écoutent ce matin, Samuel Dugas, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est cette dermatose nodulaire contagieuse entre les bêtes. Elle a été détectée assez récemment en réalité. Ça date de quoi, du mois de juin. C'était en Savoie. C'est une maladie virale non transmissible à l'homme, faut le préciser. Mais sur le cheptel, est-ce qu'elle est ravageuse au niveau des troupeaux? Alors, juste pour revenir sur la genèse de cette épizootie, ça a émergé en Afrique, en Zambie, en 1929. Ça vient de loin. Ça s'est propagé. Et comme toutes les maladies. C'est ça, ça s'est propagé. Bah oui, c'est aussi une des conséquences du dérèglement climatique, clairement. Donc ça s'est propagé dans toute l'Afrique au cours du XXe siècle, et c'est arrivé alors après ça a été au Moyen-Orient en 2012, je crois, et c'est arrivé sur l'Europe, en 2016. Oui. Dans les pays des Balkans qui ont été impactés. Et jusque-là, la France n'était pas touchée. Et là, effectivement, comme vous venez de le dire, c'est arrivé en Savoie avec les conséquences dramatiques qu'on connaît. Il y a deux départements qui sont concernés au départ, mais vous craignez une contagion assez généralisée ou pas? Alors, de toute façon, à partir du moment où c'est un vecteur qui transmet la maladie, à savoir certaines formes de mouches, et puis il y a le risque des déplacements d'animaux. Donc là, c'est pour ça que nous, on est complètement d'accord avec cette idée de zonage et de non-circulation des bêtes dans ces zones-là. Ça, il n'y a pas de problème. Pour l'abattage partiel, on est aussi complètement d'accord. C'est une maladie qui fait souffrir les bêtes. Donc les maladies qui sont touchées, qui développent des symptômes, elles sont effectivement, il y a un vrai risque de contagion parce qu'elles peuvent être malades longtemps. Donc là-dessus, il y a pas de problème. Mais c'est sur l'abattage total, donc encore une fois, on est totalement opposé. Déjà d'une par rapport au traumatisme que ça crée dans l'élevage chez les éleveuses et les éleveurs. Oui. Et scientifiquement, il y a l'EFSA, donc qui est notre autorité européenne de sûreté des aliments, qui en 2016 a émis un avis en disant que la vaccination et l'abattage partiel ont les mêmes résultats qu'un abattage total. Donc cette directive européenne qui s'appelle exactement 92/119, elle date de 1992. Voilà, donc c'est ok pour les règles et les directives, mais la science, c'est un peu le principe même de la science, c'est d'évoluer, c'est de prendre en compte les retours terrain, les retours d'expérience et la politique sanitaire. Normalement, elle doit se baser là-dessus. Il n'y a pas que cette étude de l'EFSA, il y en a d'autres. Oui. Il y a les études de l'OMSA, l'Organisme mondial de santé animale. Il y a des thèses qui vont dans le même sens. Enfin bref, là, ce qu'on demande à l'État, c'est de prendre en compte ces avancées-là, de prendre en compte ce qui se passe sur le terrain, chez les éleveuses et les éleveurs, de concerter un minimum, parce que là, on a une politique ultra violente, ultra radicale, d'abattage total systématique, et ça ne nous va pas du tout. C'est une sorte de principe de précaution que vous jugez excessif, Samuel Dugas. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau ministériel ? On nous parle de statut, garder le statut indemne, donc pour l'export.
Donc voilà, que si on fait pas ce protocole-là, on va pas pouvoir exporter. Donc ça pense vraiment juste filière d'export pour que les broutards partent en Espagne, en Italie. Alors déjà, bien sûr il faut avoir un peu de courage politique et on peut discuter avec l'Europe en disant regardez ce qui se passe, on peut aménager, on peut faire des tests. Enfin voilà, là c'est un excès de zèle clairement et non prise en compte des avancées scientifiques et des retours de terrain. Parce clairement. que très concrètement, vous pouvez isoler les bêtes qui sont contaminées et puis garder le reste du troupeau. Vous arrivez à le faire finalement. Et vous n'êtes pas entendu là-dessus. Bien sûr. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans les Balkans là. Donc comme j'ai dit en 2015 et 2016 ils ont été touchés. Alors je crois que c'est en Macédoine et au Kosovo, eux ils ont fait le choix de l'abattage partiel avec la vaccination. Et figurez-vous qu'ils ont eu les mêmes résultats que les pays comme la Bulgarie qui ont fait un abattage total. Les mêmes résultats. Ils ont rayé de la même manière la propagation de la maladie. Donc c'est ça qu'on demande de prendre en compte par rapport au traumatisme que ça crée cet abattage total, si on sait qu'il y a d'autres stratégies qui sont aussi efficaces. Donc on demande un peu la fin du dogmatisme. Là, il y a un espèce de dogmatisme parce que tous les vétérinaires sont pas d'accord là-dessus, hein, mais effectivement certains vétérinaires affiliés vraiment à l'État sont extrêmement radicaux. Hein. C'est impressionnant. Samuel Dugas, vous avez glissé tout à l'heure en racontant ce parcours qui remonte à si loin dans le temps de cette maladie. Vous avez dit c'est encore un effet du règlement climatique. Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi? Parce que clairement, déjà c'est des maladies qui sont donc transmises par des vecteurs, par les moucherons. Elles ont besoin ces vecteurs-là, ils ont besoin de chaleur, ils ont besoin d'humidité. Donc là, et d'ailleurs en hiver, c'est plus un problème. Hein, on enraye cette maladie-là en hiver. Donc c'est des remontées. Là, j'ai parlé des origines d'Afrique, et en fait c'est du fait de ce réchauffement des températures qui fait que c'est un terreau très favorable pour l'accueil de ces épidémies. Nous, en ce moment en Bretagne, on n'est pas touché par la DCN, la DNC, pardon, mais on est extrêmement impacté par la FCO. Donc encore une autre épisode. Les sigles, la DNC que vous évoquez, c'est la dermatose notuelle contagieuse, mais l'autre. La FCO, c'est la fièvre catarrhale ovine. D'accord. Alors, sauf que ça touche aussi les bovins. Et donc là, on n'a pas de directive d'abattage total, mais nous, on est extrêmement impactés. Il y a beaucoup d'éleveurs et d'éleveuses qui sont impactés à travers. Il y a des lésions sur les trayons, il y a une baisse d'état général, il y a des grosses boiteries, il y a des grosses baisses de production. Et donc aujourd'hui, par contre, autant la DNC, là c'est clair, c'est radical, c'est abattage total, autant nous pour la FCO, c'est le flou artistique total en Bretagne. On ne sait pas quand le guichet d'indemnisation sera ouvert. Il n'y a pas de prise en charge des vaccinations pour les bovins. On ne sait pas s'il y aura un dispositif d'indemnisation des pertes directes. Et on demande, nous, aussi les indemnisations des pertes indirectes, parce qu'il y a des collègues, ils ont des grosses chutes de production de lait, ils ont des avortements, des problèmes de fertilité, donc ça va avoir un impact sur plusieurs années. Et là, personne nous répond, c'est le gros flou. Donc il y a un peu, il y a un vrai problème. Mais effectivement, la FCO, on avait été impacté en 2009, mais c'était vraiment avec des effets beaucoup moindres. Mais là, cette année, on prend cher. Vous prenez cher les éleveurs, les agriculteurs en général sur pas mal de sujets, Samuel Dugas. Des actions à venir, peut-être vous avez prévu d'interpeller l'opinion là-dessus? Oui, absolument. Donc nous, on organise donc ce mercredi 13 août, demain, une action sur un marché à Rennes, le marché Sainte-Thérèse, place du Souvenir. On va être là-bas à partir de 10h30, dans cette idée-là de sensibiliser les citoyennes et les citoyens, de dire ce qui se passe. Et puis on a prévu aussi, alors j'espère qu'ils vont accepter, on n'a pas encore reçu la réponse, mais on a demandé une audience auprès de la DRAF, la Direction Régionale de l'Agriculture et de l'Alimentation, pour signifier notre position totale face à cet abattage total, et aussi redire nos revendications par rapport à la fièvre catarrhale ovine, ce que je viens de vous signifier. Et puis donc voilà, on va sensibiliser les citoyens et on va les appeler à signer une pétition, même si on sait que même des pétitions avec beaucoup de signatures, des fois ils n'ont pas d'effet, mais malgré tout, ça montre le décalage entre le pouvoir et oui. Et puis ça montre le décalage entre la volonté du peuple et puis ce que fait le gouvernement. Donc voilà, on appelle les gens à signer la pétition Sauvons nos vaches sur change.org.
Voilà, sont vos nos vaches. Allez, le message est passé. Merci à vous, Samuel Dugas. On a bien compris de quoi il en retournait. Je rappelle, éleveur laitier en Ille-et-Vilaine et co-porte-parole de la Confédération paysanne. Dans un instant, notre deuxième débat sur cette initiative à Château-Gombert, à Marseille, des riverains qui patrouillent la nuit pour lutter contre les nuisances. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons François Kelly. Deuxième débat à 9h19 sur Sud Radio. Nous sommes avec Frédéric Pinatel, secrétaire général de la Fédération des comités d'intérêt de quartier du 13e arrondissement de Marseille. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Et bienvenue, vous nous appelez de Marseille. Il y a cette initiative étonnante, Frédéric Pinatel, de ces riverains qui s'organisent. Nous sommes à Château-Gombert. Pour bien expliquer à ceux qui nous écoutent, Château-Gombert, c'est un quartier, c'est presque un village marseillais. Oui, Marseille, il faut savoir que c'est 111 villages qui réunissent et qui font la ville de Marseille. Et Château-Gombert, qui est à l'extrême nord-est de la ville, sur les hauteurs de la ville, est encore quelque chose qui est vraiment à l'esprit d'un village. C'est à part, Château-Gombert, c'est très résidentiel. C'est vraiment, on a l'impression de sortir de Marseille quand on y va. C'est ça, exactement. Alors qu'est-ce qui se passe, Frédéric Pinatel? Pourquoi il y a eu cette initiative? Je rappelle, des habitants qui s'organisent, qui sont excédés parce qu'ils estiment qu'il y a des nuisances. Quel type de nuisances? Alors déjà, c'est pas nouveau. L'opération voisin vigilant existe partout ailleurs, dans toute la France, et notamment à Marseille, mais ce n'était pas constitué dans tous les quartiers. Donc, à Château-Gombert, il y en avait par petits quartiers, mais là, les nuisances qui sont essentiellement des nuisances sonores, jusqu'à très tard, souvent le soir, du moins le matin même, des nuisances sonores, des nuisances des gens qui font des barbecues. Donc, si vous regardez la topologie, Château-Gombert, c'est au pied du massif de l'Étoile qui a brûlé en 97. Donc, et puis avec tous les feux qu'il y a eu à Marseille dernièrement, c'est très dangereux. Des gens qui, bien sûr, il y a des stupéfiants. Il y a du protoxyde d'azote qu'on voit fleurir partout dans les coins à Marseille et ailleurs. Et surtout des gens qui sont quand même assez agressifs. Quand les riverains viennent leur dire, écoutez, on peut rester là, c'est pas interdit, mais vous faites silence, quoi. Vous laissez dormir, on travaille. Et il y a des agressions. Et tout ça dans un bout qui s'appelle la Parade Haute, qui est vraiment, il faut y aller exprès. Il n'y a que les gens qui y habitent qui y vont, où on a les forces de l'ordre, les forces de police qui viennent très rarement. Donc vous imaginez que c'est problématique. Alors moi, je veux pas qu'on dise que les riverains se font justice eux-mêmes, c'est pas vrai. C'est pas une milice, c'est pas une sorte de milice privée, parce qu'on a du mal à imaginer à quoi ça correspond en réalité, pour vous dire la vérité. C'est-à-dire, il y a quoi, 4-5 personnes qui sont en groupe, comment ça marche? Non, alors voisin vigilant, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Voisin vigilant, oui. Allez-y. Voilà, c'est un réseau qui existe. Ils ont un réseau WhatsApp. Oui. Et sur ce réseau-là, vous avez, c'est par quartier. En haut, il y a à peu près 200 villas, donc 200 personnes qui adhèrent à ce réseau. Et quand il y a des exactions, des feux d'artifice, tout un tas de trucs qui dégénèrent, il se passe un message et il y a 4-5 personnes qui se déplacent pour aller dire aux gens, bon, vous arrêtez. C'est quoi? C'est du dialogue, c'est du dialogue de terrain, en fait. C'est ça. C'est ça. Pour l'instant, ce sont des dialogues. Pour l'instant. Parce que il faut pas se voiler la face. Quand les gens s'en vont ou se calment, ça se passe bien. Sauf que de plus en plus, ça se passe très mal. Les gens sortent des couteaux. Des gens insultent, donc ça monte, comme on dit à Marseille, la mayonnaise monte un petit peu des deux côtés, et ça risque de dégénérer. Le problème, il est là. Oui, c'est ça la difficulté. Alors vous êtes plutôt, Frédéric Pinatel, pour bien comprendre, en tant que secrétaire général de ces comités d'intérêt de quartier, vous êtes un peu hostile à ce type d'initiative ou pas? Dites-moi. Non, pas du tout. Non, vous trouvez ça bien? Non, Mais voisin vigilant, vous savez, on est un quartier, vous l'avez dit, résidentiel, il y a beaucoup de cambriolages. Il y a des voitures qui brûlent. Si vous regardez. Est-ce que c'est le travail de la police, Frédéric Pinatel, d'intervenir en réalité? Oui. Mais alors, moi, M. Achilly, posez la question aux riverains.
demandez-leur. Quand vous avez de la police que vous appelez, le 17 notamment, ou la police municipale, mais elle est moins appelée, et qu'on vous dit on n'a pas d'équipage pour venir, vous êtes loin du centre-ville, on n'a pas d'équipage. En tant que riverain, quand ça se répète depuis des années, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez faire? Vous prenez la situation en main, si je puis dire. Si vous le permettez, Frédéric Pinatel, je voudrais qu'on entende un témoignage, et je vous reprends, hein, vous restez avec nous, hein, vous intervenez, vous êtes notre invité, mais je voudrais entendre le témoignage de Johan. Je ne sais pas si vous êtes en ligne, Johan, bonjour. Oui. Bonjour. Vous appelez de Malmort, nous sommes avec Frédéric Pinatel, nous évoquons cette initiative de voisins vigilants à Château-Gombert à Marseille. Vous avez-vous participé à ce type de patrouille citoyenne? Oui, tout à fait. Alors, ça fait quelque temps, effectivement, que j'habite Malmort, et même sur Malmort, on commence à avoir ce genre d'initiative parce qu'on commence aussi à avoir de l'insécurité qui monte. Ouais. Mais avant ça, j'ai habité pendant plusieurs années à l'Estac. À l'Estac, à Marseille, oui. Voilà, c'est 16e arrondissement. Et en fait, comme Jean-François, on rencontre les mêmes difficultés. De l'incivilité, des rodéos urbains, des voitures qui brûlent, un petit peu de trafic aussi sur certaines places. Et oui, c'est des choses auxquelles j'ai moi-même personnellement participé, où je faisais partie effectivement des rondes. Alors ces rondes, vous les faisiez à combien? Pour rebondir sur le récit, juste avant, il est toujours avec nous, de Frédéric Pinatel. Vous étiez combien pour faire ces rondes? Alors au moins à 3. À 3 ou moins, oui. À 3, ouais. 3 dans la voiture. Alors, ça arrivait quelquefois qu'on est à 2 parce que évidemment c'est sur la base du volontariat, donc selon les disponibilités de chacun, évidemment. Mais on se mettait au moins à 3. Alors, et en fait, effectivement, on n'avait pas du tout le rôle de policier, mais vraiment, comme l'a dit Jean-François et comme il l'a souligné, c'était vraiment un rôle vraiment de dialogue. Ouais. Si on était prévenu ou si on était témoin de quelque chose, d'aller voir les personnes en question. Souvent, c'est des personnes du quartier, comme nous-mêmes, on habite le quartier, soit on les connaît, soit ils savent qu'on est dans le quartier. Donc, en général, ça se passait plutôt bien. Et quand ils ne sont pas du quartier, Johan, comment ça se passe? Pas toujours bien, j'imagine. C'est pas toujours bien, c'est là où ça devient compliqué. Alors, là, il faut savoir se retirer calmement, ce qui des fois peut être compliqué. Parce que si vous êtes 3 et vous avez affaire à un groupe, on va dire, plus nombreux, de gens éméchés ou de gens sous stupéfiants, là, ça peut très vite déraper, hein. Ça peut déraper. Donc ça vous est arrivé, ça, Johan, déjà, vous? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé qu'il y ait une personne, une fois qu'il sortait un couteau, ou alors une autre fois, c'est arrivé qu'un jeune fasse mine d'avoir un pistolet dans sa poche. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans ce cas-là, on faut rester le plus important. On garde son calme. On dit OK, on s'en va. Et on partait, on cherchait pas à monter au-dessus. Et derrière, on appelait la police, en espérant qu'ils puissent effectivement se dépêcher de venir. Votre motivation, pour bien comprendre, et je voudrais entendre l'avis de Frédéric Pinatel dans un court instant, votre motivation, Johan, quelle est-elle? C'est quoi? C'est une forme de prise de conscience? Vous êtes un citoyen? Vous êtes engagé? Vous êtes en colère? Quelle est l'idée? En colère un petit peu par rapport à la démission de l'État face à sa fonction régalienne. Mais c'est surtout un engagement, effectivement citoyen pour moi, ainsi que pour mes voisins. Et c'est surtout que c'est l'appropriation du lieu où je vis. Oui. Aujourd'hui, je suis sorti de Marseille, mais je suis là où je vis, c'est chez moi. Et j'ai envie d'être tranquille chez moi. J'ai envie que mes voisins soient tranquilles chez moi, et qu'on puisse tous habiter dans un coin. On cherche juste la paix, quoi. On cherche juste ça. Oui, j'entends bien vos motivations. Et quelquefois, j'entends que la police, que ce soit nationale, municipale, est débordée. Je veux dire, c'est le cas dans les grandes villes comme Marseille. Maintenant, je suis un petit peu sorti, je suis un petit peu plus à la campagne, je suis à une demi-heure à Malmort, oui, c'est plus tranquille. C'est un peu plus tranquille, mais c'est pareil, la police aussi est débordée. C'est-à-dire que vous appelez les municipaux, même si on a les municipaux, ils mettent 20 minutes, une demi-heure à intervenir aussi.
Donc c'est quelque chose qui arrive qui s'étend, quoi. Très important votre témoignage ce matin là-dessus, Johan, vous qui avez participé à ces patrouilles donc à l'Estac, car vous étiez à Marseille. Frédéric Pinatel, je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération des comités d'intérêt des quartiers du 13e arrondissement de Marseille. Vous entendez ce témoignage, Frédéric Pinatel? Et c'est une belle initiative, mais elle présente une sorte de risque, en quelque sorte. D'abord pour les personnes qui patrouillent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais également, quel est le cran d'après? Quelle est l'étape suivante? Ben, le risque, bien sûr qu'il y est, mais quand vous avez des gens qui sont excédés, moi je préfère qu'il y ait des patrouilles plus ou moins organisées dans des quartiers, qu'on en parle. Il ne faut pas que ce soit un secret, il ne faut pas que ce soit caché. Et que ces patrouilles-là, on puisse quelque part, non pas les driver ou les surveiller, mais au moins on sait ce que font les gens. Plutôt qu'un acte isolé d'une personne qui va péter un câble complet, comme on dit chez nous. Vous savez, là-haut, le quartier qui fait référence aujourd'hui, la Parade Haute, au-dessus de Château-Gombert, c'est un quartier avec énormément de chasseurs. Oui. Parce que c'est historique, parce que voilà. Ils sont tous avec leurs fusils de chasse. Et il y en a déjà qui ont tiré en l'air. Donc, si on n'essaie pas de canaliser un petit peu tout ça, d'organiser un petit peu tout ça, ça risque de dégénérer. Oui. Je voudrais rappeler que le 13e arrondissement de Marseille, c'est 95 000 habitants. C'est une ville. Habitants. C'est une ville en soi, oui. Oui. Voilà, on l'avait dit à une époque à M. Darmanin, c'est presque la population de Tourcoing. Il a été maire. Donc, quelque part, quand vous avez tous les 15 jours, on a ce qu'on appelle un GPO, un groupement de partenaires opérationnels, où on réunit les polices, les bailleurs sociaux, les CIQ et autres pour parler de sécurité dans le 13e arrondissement et les autres, bien sûr. On a des statistiques. Quand vous avez en statistique sur le 13e arrondissement, alors je prends l'exemple de la police municipale, où on nous dit on a à peu près une intervention par semaine, 95 000 habitants. Oui. Quand vous appelez le 17 et qu'on vous dit mais on ne peut pas venir, on n'a pas d'équipage, bien compris le principe, surtout la nuit. Il faut prendre les choses soi-même en main, aimer dans la limite de l'exercice. Le pouvoir régalien, c'est la police nationale. Il y a aussi les polices municipales pour intervenir sur ce type de situation. En tous les cas, c'est de la prise en main citoyenne. Merci Frédéric Pinatel. Merci à vous, Johan également à Malmort. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, mais je vous souhaite bien du courage et j'ai l'impression que vous allez reprendre l'initiative à Malmort après l'avoir effectuée à l'Estac. Allez, vous restez avec nous, 0826 300 à 9h31 sur Sud Radio, vous avez la parole.